Bonjour, bonjour. 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 Alors, l'enregistrement a démarré. Alors, on va commencer tout doucement. Il est 17h30, le temps que voilà, les dernières personnes se connectent. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis contente de vous retrouver à cette visio donc, pour vous présenter un super événement qui aura lieu début octobre. Par contre, est-ce que c'est possible pour tous de couper votre micro parce qu'il y a un écho qui se fait? Merci. Donc, je suis Chloé Combet, je suis chargée des relations alignées à UBFC et je m'occupe plus particulièrement donc, de l'animation de la plateforme UBFC Alumni sur laquelle vous vous êtes donc inscrit pour la visio de ce soir. Je suis accompagnée de ma collègue Candice Chayouf, que vous voyez à l'écran, qui est chargée de la valorisation du doctorat et que vous connaissez très certainement à travers les afterwork Voix de Docteur. Donc aujourd'hui, elle m'accompagne et elle sera à la modération du chat. Et je suis également accompagnée donc, de Christophe Dollet de Grand Besançon Métropole et Bonjour. qui est l'organisateur donc, du Hacking Health. Exact. Donc nous sommes ensemble pendant une petite heure. Donc, pour vous présenter cet événement, juste sachez que la visio est enregistrée et elle sera disponible donc, sur la plateforme UBFC Alumni pour pouvoir la revoir. Nous avons mis à votre disposition donc, le chat. Si vous souhaitez poser des questions, témoigner, nous dire si vous avez déjà participé au Hacking Health, poser toutes vos interrogations. N'hésitez pas, le chat est fait pour ça. N'hésitez pas non plus à nous faire un petit coucou pour nous dire si tout fonctionne, si vous nous entendez, vous nous voyez bien. Donc, toutes ces questions, elles seront posées sur un temps d'échange qui sera juste à la fin de la petite présentation de l'événement. Et étant donné que nous ne sommes pas très nombreux, on vous proposera également certainement de poser directement vos questions si vous le souhaitez en activant votre micro et en appuyant sur la main qu'il y a juste en haut de votre écran, la fonctionnalité lever de main. Donc voilà un petit peu pour les modalités de la visio. Donc si vous êtes avec nous ce soir, c'est que vous êtes certainement curieux de savoir ce qu'est le Hacking Health. Donc Christophe, je vous laisse la parole pour nous en dire un peu plus sur cet événement. Comment est-ce qu'il est arrivé à Besançon? Qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste, etc. Eh ben, merci beaucoup. Je suis tout à fait heureux de vous rencontrer, de vous présenter un événement qui me tient énormément à cœur, puisque c'est un peu mon bébé, très, très objectivement. Je vais essayer de trouver ma fenêtre à partager, mais je ne la vois pas là. Comment ça se fait, ça? Sinon, vous pouvez partager l'écran entier. Hein. Alors... Je peux partager l'écran entier. Est-ce que là, du coup, vous voyez des choses? Est-ce que vous voyez mon PowerPoint? Oui. Bon, super. Donc, oui, moi, en fait, j'ai découvert cet événement à Strasbourg il y a maintenant 6 ans. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cet OVNI? En fait, c'est un mouvement qui est né à Montréal en 2012, à l'hôpital Sainte-Justine. Et leur idée, c'était vraiment de faire rencontrer le monde du numérique et de la santé pour essayer d'accélérer l'innovation. Et donc, aujourd'hui, bien sûr, c'est un mouvement sans but lucratif, et qui est tenu, c'est une association, en fait, aujourd'hui internationale, qui regroupe une 50aine de chapitres, comme on dit en canadien, autour du monde. Je crois que j'ai une petite carte, voilà, les implantations. Vous voyez, il y a beaucoup, évidemment, l'Amérique du Nord, pas mal aussi en Amérique latine, notamment au Brésil. L'Europe est bien couverte et il y en a un petit peu partout aujourd'hui. Et donc nous, à Besançon, quand je dis nous, moi je travaille à Grand Besançon et je me suis occupé notamment de la labellisation French Tech, qui est une labellisation qui reconnaît le fait qu'un territoire soit générateur de start-up dans le domaine du médical. Pour nous, c'est MedTech, on est labellisé MedTech.
Et je me suis dit, mais c'est vraiment un outil très, très, très intéressant pour stimuler l'innovation à l'échelle du territoire. Et donc, j'ai proposé, en fait, que l'on adopte ce principe à un certain nombre de partenaires. Et aussitôt, le pôle des microtechniques et le CHU de Besançon ont donné leur accord, mais aussi l'université, les écoles d'ingénieurs, des startups et des entreprises ont trouvé que c'était une très bonne idée. Donc, on a démarré en 2017 notre premier événement. On est à la 5e édition cette année en présentiel. Hein. L'an dernier, on a fait un Hacking Health en ligne, un collaboraton, on l'a appelé, en ligne, qui a duré 4 semaines et qui visait à vraiment épauler les gens qui étaient, enfin le CHU, pendant tout le tout début du confinement et la survenue de la première véritable poussée de Covid. Et donc, on a cette double maintenant expérience d'en avoir réalisé un complètement en ligne et puis avoir déjà fait 4 événements en présentiel. Cette année, donc, il se déroule du 1er au 3 octobre. Ça se déroule toujours sur un week-end. On commence le vendredi en fin d'après-midi. On termine le dimanche en fin d'après-midi aussi. Et donc, pendant 48 heures, l'événement fonctionne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arrêt. Enfin, chacun s'organise comme il le souhaite, mais l'événement lui-même, il fonctionne 48 heures sur 48. Et puis on précède une semaine avant, on fait un showroom donc, qui aura lieu le jeudi 23 septembre dans le grand hall d'accueil du CHU. Et là, on va présenter 12 stands, dont 10 sont des innovations qui sont nées de nos précédents Hacking Health. Et 2 autres qui sont des initiatives qui nous paraissent vraiment intéressantes, qu'on veut mettre en valeur et qui sont des proches, disons, de notre mouvement, des gens qui auraient très bien pu faire le Hacking Health, mais l'histoire fait que les projets se sont montés autrement. Donc, à Besançon, l'originalité qu'on a, nous, c'est qu'on a tout un tas d'entreprises qui travaillent dans le dispositif médical. Ce sont souvent des entreprises, des anciennes entreprises horlogères qui détiennent ce savoir-faire de miniaturisation, d'infiniment petit, de micro-techno. Et donc qui sont diversifiés à la suite de la crise horlogère du début des années 80 dans le domaine de la santé et des dispositifs médicaux. Évidemment, on reste fidèle également au numérique. Hein. Bien sûr, on utilise beaucoup le numérique pendant notre événement. Et donc, on a ces 3 thèmes, les nouveaux dispositifs, le numérique au niveau de la santé, au service de la santé, et puis un thème plus large autour de l'autonomie, parce qu'on se rend bien compte que dans le milieu du handicap, sur la question du vieillissement également, il y a beaucoup de questions qui se posent, et donc on souhaite y contribuer. Concrètement, comment ça se passe? On a des professionnels de santé et des patients qui amènent des problématiques. Ça, c'est un gros travail que je réalise pendant les 6 premiers mois de l'année. J'ai réuni hier 28 lanceurs de défis potentiels. Tous n'iront peut-être pas au bout. On attend généralement 22, 23 problématiques qui sont présentées, mais elles sont toutes présentées par des professionnels de santé ou des patients. Et cette année, exceptionnellement, il y a 2 entreprises qui viennent, mais elles sont systématiquement accompagnées de professionnels de santé qui valident le fait que les problématiques qu'elles vont amener correspondent bien à leurs besoins. Donc, l'idée, c'est de faire émerger en fait des projets dormants ou des problématiques auxquelles sont confrontés ces publics. Et en face, on met le maximum de compétences différentes. Là, pour une slide, on est obligé de synthétiser. On met des développeurs, des designers, des ingénieurs, des entrepreneurs. Mais on peut avoir besoin de spécialistes en communication, de spécialistes de traitement de l'image, de spécialistes enfin, bon, en ergonomie. On peut avoir besoin, en fonction des projets, de spécialistes en optique également, et notamment, puisque de plus en plus, on va s'en rendre compte tout à l'heure, je vais vous donner quelques exemples des projets qu'on va traiter cette année. On a des choses extrêmement pointues qui nous sont demandées.
Donc, ce qu'il faut voir, je suis venu vous parler de l'événement, le marathon lui-même, qui dure 48 heures, comme on le disait, mais il faut bien voir que ça s'inscrit dans un processus complet sur l'année, et voire même au-delà, puisqu'on a des projets qui sont nés en 2017 qu'on continue à accompagner et à aider. Et donc, comme je vous l'ai dit, les 6 premiers mois de l'année sont consacrés à la détection de problématiques. Donc, on organise d'ordinaire des conférences. Cette fois, évidemment, on a fait beaucoup de webinaires pour ça. On a cherché à mobiliser le maximum de professionnels et de patients. Et puis, l'idée aussi, c'est bien sûr d'intéresser des gens qui, comme vous, par exemple, pourriez venir contribuer dans les équipes à trouver des solutions aux problématiques qui sont déposées. En septembre, on prend ceux qu'on appelle les lanceurs de défis et on les forme pendant tout le mois de septembre. Ils ont 5 ateliers, un sur la propriété intellectuelle, c'est quand même la moindre des choses que d'être formé à ce sujet avant de venir, sur comment on anime son équipe, comment on fait pour susciter l'intelligence collective. Donc là, on a des experts qui à chaque fois interviennent. Ce sont des séances qui durent 2 heures. Hein, c'est plus une approche, mais on leur donne des tas de conseils, des tas de ficelles pour bien gérer leur équipe, puisque c'est eux qui vont piloter leur équipe. Hein. On les forme aussi sur l'UX design, sur l'idée de reformuler sa problématique à partir de l'expérience utilisateur. Voilà, on leur apprend à pitcher aussi, puisqu'en 1 minute, ils devront présenter leur problématique. Donc, ils sont vraiment préparés pour pouvoir participer au hackathon et en tirer le meilleur possible, la meilleure expérience possible pendant 48 heures. Et puis ensuite, donc, on a mis en place une couveuse qui est une association en fait, qu'on appelle la couveuse des innovateurs et qui vise à accompagner les projets qui auraient besoin encore de maturer après l'événement. Il faut pas se mentir. Dans une échelle, dans un projet d'innovation, on va essayer de bien comprendre la problématique, s'interroger sur cette problématique, c'est trouver des solutions, prototyper des solutions, puis ensuite réitérer, renouveler ces prototypages, retester. Nous, on conseille beaucoup ces pratiques qu'on dit maintenant agiles. C'est vraiment concrètement ce qu'on fait pendant le week-end, mais on ne va pas jusqu'à un prototype définitif en 48 heures. C'est impossible encore plus sur un dispositif médical. Souvent, ce qu'on a réussi à faire, et à tous les coups jusqu'à présent on l'a fait, c'est trouver une solution qui est vraiment très intéressante par rapport à la problématique qui a été posée à l'origine. Et on va le plus loin possible, si possible, dans une preuve de concept et peut-être un pré-prototype qui permet de montrer que ça pourra tout à fait fonctionner. Voilà ce qu'on fait en 48 heures. Et donc, concrètement, dans un déroulé normal, le vendredi soir, on commence à 17 heures, les porteurs de défis viennent et ils ont 1 minute pour présenter leurs problématiques. Donc c'est là qu'ils doivent convaincre les participants de les rejoindre pour former une équipe qui va travailler pendant 48 heures. Alors, en raison de l'épidémie l'an dernier, on a changé un petit peu la règle du jeu. On enregistre ces pitchs en vidéo et on les diffuse 1 semaine avant, ce qui permet aux futurs participants déjà de connaître bien précisément les problématiques qui vont être présentées et de se prépositionner dans telle ou telle équipe. Hein. Toujours est-il que le vendredi, ils repassent un petit coup sur scène, ils se font connaître, ils expliquent pourquoi ils sont là, et donc les équipes se forment dans la foulée, et ensuite, ben voilà, on partage la problématique, on travaille toute la nuit du vendredi au samedi généralement, et le samedi matin, il y a des coachs qui viennent. Moi, j'aime beaucoup dire qu'on est là pour ajouter de l'intelligence à l'intelligence. L'idée, on n'est pas du tout dans un esprit de compétition. On est vraiment dans un esprit de contribution, de collaboration. Vous pouvez très bien, par exemple, avoir quelqu'un qui travaille dans une équipe qui a des compétences dont une autre équipe a besoin et qui va partager son temps entre les 2 équipes, aller donner des coups de main de l'un à l'autre. Ça se fait, on l'encourage. Les coachs, c'est pareil, on les prépare eux aussi et ils viennent dans un esprit complètement constructif. Ils ne sont pas du tout là pour juger, ils sont plutôt là pour donner du conseil,
pour réinterroger, aider l'équipe à se réinterroger sur les choix qu'elle a fait ou qu'elle est en train de faire, si possible les autonomiser au maximum, c'est-à-dire leur donner du conseil, mais les coachs, on leur dit, vous n'êtes pas là pour décider à la place des équipes, c'est aux équipes de se décider, etc. Donc on est vraiment, on peaufine cet esprit très collaboratif, très constructif. Et puis bien sûr, on a donc les moyens de 5 Fab Labs qui sont réunis, celui de l'UTBM, de l'ENSEM, de l'ICFC, de Planoise, qui est le Fab Lab de l'Aglo, et puis il y a aussi des gens du lycée Julag qui viennent de la plateforme du lycée Julag, qui viennent, et on peut évidemment avoir accès à de l'électronique, à des imprimantes 3D, à des découpes laser, etc., pour prototyper réellement enfin, prototyper, comme je l'ai dit, faire un pré-prototype de la solution qu'on a envisagée. Et le dimanche soir, eh ben, on se retrouve tous en milieu d'après-midi pour la restitution en fait de ce qui aurait été fait équipe par équipe. Entre-temps, on a amené des kinés qui viennent masser les gens. On a amené, là, cette année, je suis en train de voir avec quelqu'un pour une petite surprise, donc je ne vous la dirai pas, mais qui va créer une petite animation. On va amener aussi des coachs en communication qui vont venir aider le samedi après-midi à créer un logo, à préparer la restitution du lendemain. Enfin, vraiment, on est dans un mode très, très contributif où les gens vont apporter le maximum de compétences et d'intelligence autour de chaque projet. J'ai un petit souci. Voilà. Comment se développent les projets ? Je vous l'ai dit, quand on vient au Hacking Health, pour le porteur de projet, lui, il vient avec une problématique. On insiste auprès d'eux. Il faut surtout pas venir avec une solution, il faut venir avec une problématique. C'est, par exemple, cette année, des parents d'enfants qui sont nés grands prématurés. Ces enfants-là, ils sont en couveuse et il y a beaucoup de monitoring autour d'eux avec des appareils qui déclenchent des alarmes qui sont très fortes, très puissantes, qui sont en fait des choses très perturbantes pour l'enfant. D'abord, normalement, dans le ventre de leur maman, ils n'entendraient pas ces alarmes comme ça, puis aucune raison non plus que des alarmes telles que celles qu'ils ont autour d'eux se déclenchent très régulièrement autour d'eux. Donc, par exemple, eux, ils viennent dire comment on peut éviter que les grands prématurés et leur développement en dépend, semble-t-il, soient perturbés par des déclenchements intempestifs d'alarmes autour d'eux. Typiquement, c'est un problème qu'ils viennent présenter. Pendant le week-end, comme je vous l'ai dit, très souvent, on arrive à des solutions tout à fait étonnantes. Par exemple, je me souviens d'un kiné qui est venu avec un système qui s'appelle des goniomètres qui permettent de mesurer l'amplitude de mouvement. Et il est venu avec ces goniomètres en disant « je voudrais qu'on fasse des goniomètres connectés ». Et finalement, il est sorti avec une paire de gants, avec des capteurs dans chaque gant et un petit système qui pendait autour de son cou. Et dès le dimanche, d'ailleurs, quand on dit qu'on arrive à des pré-prototypes, dès le dimanche soir, il a réussi, en prenant avec ses mains le bras d'une personne, de montrer comment on pouvait automatiquement enregistrer les mesures, puisqu'il prenait le bras de la personne, il pliait, il disait OK, et automatiquement, l'angle était enregistré sur un tableau qui était projeté en direct. Donc là, une fois qu'on a une solution comme celle-là, bah, finalement, le porteur de projet, pour lui, le porteur de défi, il s'est commué ou s'est mué en porteur de projet, c'est-à-dire qu'il a un bébé dans les bras, et qu'est-ce qu'il en fait maintenant ? Donc, ce qu'on essaye de faire au travers de la couveuse, c'est de lui permettre de mûrir ce projet le plus loin possible pour lui permettre ensuite peut-être d'aller voir un industriel, négocier avec lui dire bon ben voilà ce que j'ai fait, voilà mon prototype, il est fonctionnel, ça marche bien, etc. Est-ce que vous êtes OK pour développer le projet avec moi? Ou alors il peut être dans la posture de dire je veux créer mon entreprise. Tous les ans, on a des gens qui sortent du Hacking Health en disant moi je vais créer mon entreprise autour du projet que j'ai développé ici, c'est très bien. Ou encore, pendant le Hacking Health, il peut tout à fait rencontrer des partenaires qui vont s'intéresser à son projet et qui vont l'aider à développer.
J'ai une petite slide derrière qui montre 4 projets assez symboliques des réussites que l'on a réussi à faire. Alors là, ça, ce sont les défis qui ont été présentés l'an dernier. Je vous ai dit d'ordinaire, je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais d'ordinaire, on a une bonne vingtaine de défis. L'an dernier, comme on était vraiment en pleine crise Covid, on a réduit volontairement le nombre de participants et donc le nombre de projets qui ont été présentés. Mais vous voyez, on a aussi bien travaillé, par exemple, le deuxième cas, c'est une petite fille qui malheureusement est ultra sensible à certains rayons lumineux, qu'ils soient naturels ou artificiels, et donc qui doit s'harnacher complètement, se cacher le corps complet, sauf évidemment à certains moments. Et donc là, l'idée, c'était de créer un petit outil qui lui permette de savoir à ses proches quand est-ce qu'elle peut se déshabiller, entre guillemets, en tout cas exposer son visage, ses mains, etc. Et quand est-ce qu'il faut absolument qu'elle se protège. Tout à la droite de mon écran, sécuriser la congélation ovocitaire. Vous voyez, ça c'est un spécialiste, un médecin spécialiste de la fécondation in vitro qui est venu travailler sur un nouveau système, une nouvelle technique qu'il souhaitait découvrir et qu'ils ont trouvé en fait. Ils ont proposé des solutions pour congeler des ovocytes. Vous savez que dans certains cas, personnes qui ont certaines maladies, cancéreuses ou non, on peut prélever des ovocytes pour permettre à une femme de conserver ses chances de grossesse plus tard. Et donc, certains ovocytes sont perdus par la technique qui est employée de congélation ou perdent en tout cas une partie de leur qualité. Donc voilà, on a travaillé sur un sujet comme celui-là, aussi bien que je vois là un chariot qui est à peu près au milieu, enfin un peu légèrement à droite. En bas, c'était une question sur un infirmier d'EHPAD qui, lui, s'est cassé le dos à force de travailler avec ce chariot. Vous voyez que les 4 premières rangées sont des piluliers, puis en dessous, il y a deux containers qui contiennent des mortiers, des choses comme ça pour piler les médicaments. Et en fait, on est toujours en train de se pencher dans les étages, si j'ose dire. Et donc, il a réussi à mettre au point, avec son équipe, une solution qui permet de ranger les piluliers verticalement, d'une part. Donc, on a réfléchi à de nouveaux piluliers. Et puis, un système de vérin qui permet d'accéder, de hausser en fait les 2 étages du bas, de les amener au niveau du plateau et donc de se servir sans avoir plus à se pencher. Donc ça, ça fait partie des sujets. Tous les ans, comme je vous l'ai dit, excepté l'an dernier, on a eu une vingtaine de sujets. Donc aujourd'hui, on a quasiment 80 sujets qui ont été déployés, qui ont été présentés. Le taux de réussite, alors généralement, les gens sortent avec une solution, ça c'est sûr. Après, le taux de conversion des sujets, pour l'instant, chez nous, il avoisine les 50%, ce qui est énorme par rapport à ce type d'événement. C'est aussi sans doute dû au fait qu'on se préoccupe ensuite d'accompagner les projets. Là, vous voyez, j'ai pris 4 projets qui me paraissent vraiment symboliques des développements potentiels des projets. Le premier, c'est une association de personnes atteintes de maladies rares qui est venue en 2017 nous présenter ce sujet sur des personnes qui sont en fauteuil roulant et dont on aimerait qu'on puisse les basculer sur un fauteuil de massage pour libérer le dos, permettre à la personne d'être massée tranquillement, puis d'être repositionnée sur son siège, sans évidemment risque pour elle de chuter ni dans le premier mouvement, ni dans le second. Et donc, typiquement, là, il y a une entreprise de Besançon, un artisan d'ailleurs, c'est pas une grosse entreprise, c'est un artisan qui travaille déjà sur des tapis de marche pour les personnes, pour la rééducation, qui était tout à fait intéressé et qui développe ce projet. On espère d'ailleurs pouvoir le présenter. Je vous ai parlé du showroom tout à l'heure de l'innovation. On espère pouvoir présenter ce projet au showroom de l'innovation. Normalement, le prototype, devrait avoir le numéro 1 de ces sièges. Il y a eu 3-4 phases déjà de prototypage et on devrait avoir la version définitive.
Le deuxième sujet, c'est vraiment un sujet très, très particulier qui nous était proposé également, c'est l'idée de comment je peux repositionner mon patient en radiothérapie, c'est-à-dire une personne qui va avoir une série de séances de rayons, comme on dit, eh bien, va avoir 20, 30, 40 séances de suite. La première fois, elle est très, très précisément positionnée pour qu'on cible évidemment la tumeur. Mais la question, c'est comment je repositionne le lendemain, le surlendemain, enfin les séances qui viennent, sans perte de temps, sans désagrément pour le patient, parce que c'est énorme les désagréments que ça crée. Et donc, on a trouvé une solution. Et là, par exemple, typiquement, bien l'ISIFC, que vous connaissez peut-être, qui est une école d'ingénieurs rattachée à l'université en génie biomédical, hein, l'ISIFC, le CHU, une entreprise qui s'appelle Shine Medical et une entreprise qui s'appelle Maincare ont fait un consortium et elles ont obtenu l'an dernier plus de 500 000 € pour commencer à développer la solution qui a été imaginée au Hacking Health. Le troisième, c'est un sujet de motorisation universelle pour n'importe quel fauteuil roulant, qui donc a été présenté par le papa d'un jeune homme qui, malheureusement, en raison d'une sclérose en plaques, perd peu à peu de sa mobilité. Et donc, il a plusieurs fauteuils. Or, des systèmes qui proposent de motoriser des fauteuils, ça existe, mais un système qui soit universel pour n'importe quel fauteuil, qui préserve la pliabilité du fauteuil pour pouvoir continuer à le ranger dans le coffre de la voiture, etc., ça n'existait pas. Et donc, typiquement, ce monsieur est en train de créer son entreprise. Il est passé par l'incubateur DKBFC et il est en train de créer son entreprise pour développer la solution qui a été mise au point à Besançon. Et puis, dernier exemple, j'en ai beaucoup d'autres, hein, mais celui-là nous paraît très, très symbolique. D'abord parce qu'il remonte également à 2017 et parce qu'il a donné lieu au dépôt d'un brevet, ce qui est rarissime dans ce genre d'événement. Et en fait, il s'agissait c'est l'établissement français du sang qui est venu nous demander comment je peux décongeler plus rapidement des poches de plasma, alors qu'ils mettent 20 minutes, eux. L'armée dispose de plasma lyophilisé qui est reconstitué en 6 minutes et ils espéraient aller aussi vite, parce que les poches de l'armée, quand même, elles coûtent 10 fois plus cher que les poches de l'établissement français du sang. Et effectivement, pendant le week-end, on a trouvé une solution pour, avec toutes les consignes et toutes les obligations que doivent respecter les établissements français du sang, eh bien, on descend de 20 à 6 minutes avec les mêmes poches, avec le même bain-marie, puisque c'est un petit bain-marie qui monte à 37 degrés, pas plus, et avec des consignes, en respectant toutes les consignes, on a réussi à trouver une solution qui a singulièrement amélioré la rapidité de décongélation. Ça peut paraître rien, mais aujourd'hui, l'hélicoptère attend que la poche soit décongelée pour décoller. Il n'a pas le droit de décoller si la poche n'est pas livrée décongelée. On n'a pas le droit de mettre le décongélateur, par exemple, dans l'hélico pour intervenir en urgence. Si une personne, pareil, sur la table d'opération, perd son sang qu'il faut transfuser du plasma, et ben c'est pareil, on était jusque-là obligé d'attendre 20 minutes. Cette fois, on a descendu à 6 minutes grâce à la mobilisation de tous. Puisqu'en fait, c'est ça. Le génie du Hacking Health, c'est surtout pas moi ni l'équipe qui m'entoure, c'est vraiment les participants et la diversité des participants qui acceptent de collaborer pendant 48 heures non-stop et qui vont arriver à trouver des solutions tout à fait étonnantes. Alors, je dis encore 3 mots et puis on va regarder une petite vidéo qui vous plongera un peu dans l'ambiance, même si c'est celle de l'an dernier. Bon, on était avec les masques, on respectait des distances, c'était un peu plus light que d'habitude, mais ça vous donnera un petit peu plus quand même idée de ce qu'est le Hacking Health. Donc, cette année, le Hacking Health se déroule du 1er au 3 octobre à l'UFR Santé.
Nous sommes associés au Congrès national de chirurgie maxillofaciale, de stomatologie et de chirurgie orale. Il se trouve que le chef de service maxillo du CHU de Besançon est venu l'an dernier participer au Hacking Health, il a adoré, et du coup il a proposé, comme il organisait ce congrès national, que nous nous associons, et du coup nous aurions 7 problématiques qui vont être liées à cette chirurgie maxillofaciale. Je pourrais vous en dire un petit peu plus si vous le voulez tout à l'heure sur les problématiques qu'on a cette année. Et donc, il restera néanmoins une quinzaine de problématiques qui ne sont pas liées à la chirurgie maxillo. Et puis, donc, le marathon, ben, on va réunir entre 300 et 350 personnes, puisque il y a quand même les partenaires, les bénévoles, en plus des participants. On sera 300 à vraiment travailler, disons, sur les sujets. Et puis, autour de nous, ben, il y a des partenaires, il y a des bénévoles qui nous encadrent. Voilà, je propose, si vous le voulez bien, je vais essayer de retrouver. Est-ce que si je coupe ici, est-ce que vous êtes toujours là? Oui, 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 nous sommes toujours là. Ça va, j'ai pas été trop long? Non, impeccable. Bon. Une petite question pour nos participants, Christophe. Est-ce que Oui, c'est possible de mettre en ligne le PowerPoint que vous venez de nous présenter sur nos canaux? Vous pourrez nous le transmettre? oui, bien sûr, il n'y a aucun problème, bien sûr, bien sûr. Il y a une Alors, petite plaquette qui existe aussi, hein, je pense que vous l'avez, Candice, qui peut être Oui, on l'avait adressée. utilisé dans le cadre justement de la communication à Ah, cette très bien. présentation, mais on le recommuniquera et évidemment on le mettra en, elle est en ligne également. en ligne, voilà, D'accord, sur super, alumni super. qui sont aussi du collège doctoral. Je vous partage la petite vidéo Avec plaisir, pour vous mettre dans dans l'ambiance. l'ambiance du hacking. Je partage mon écran. Vous voyez mon écran? Oui, C'est tout bon? tout bon. Alors, elle dure 2 petites minutes. Ah, on n'a pas le son par contre. Oui, Chloé, on n'a pas le son, c'est normal? Ah non, c'est pas normal. Vous m'entendez, moi? Oui, 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 Oui. oui, oui, oui. Pourtant, le son est bien là. Là, vous n'entendez pas le son? Je ne crois pas, hein. Non. Non, non. Ah, c'est dommage, comment ça se fait, ça? Euh, Je vais la mettre, je mets le lien dans tous les cas sur le chat. Oui, 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 mets le lien. Donc là, il s'agissait du Oui, bilan donc de l'année dernière, 2020. absolument. Vous avez également une autre vidéo de présentation, le Hacking Health, c'est quoi? Mais je ne comprends pas pourquoi le son ne fonctionne pas alors que tout est activé. Si un des participants a une solution, n'hésitez pas à nous la À la dire, hein. partager. Mais Malheureusement, pas de solution. C'est Juliette Brexambeu. Ça nous est déjà arrivé. Je crois qu'il y a quelque chose à paramétrer pour avoir le son sur Teams. Ah Le oui, plan peut-être. B, c'est de nous laisser le temps d'aller visionner par le lien et de poursuivre après. Mais j'ai pas de solution technique, désolée. Eh merci ben, Juliette pour ton intervention. on peut faire ça si vous le voulez. Visionner la petite vidéo, puis on se retrouve dans 2 minutes. Oui, allez-y. Voilà, on va faire ça. C'est le plus simple. En coupant les micros, du coup, pour pas faire trop de résonance. Oui.
Est-ce que de votre côté, vous avez fini de regarder la vidéo? N'hésitez pas à nous dire dans le chat. Je crois que oui. Ouais, je pense. Sur YouTube, ça marche très bien, nous dit Juliette. Oui, ça fonctionne bien YouTube. C'est vrai. Ah, si vous voulez vous amuser, il y a 5-6 versions, puisque tous les ans, on a fait une petite vidéo, puis on en a refait d'autres pour expliquer ce que c'était, etc. Donc, vous allez pouvoir trouver beaucoup de choses. Il y a une, notamment, j'ai vu, moi, je suis allé rejeter un petit œil à celle de 2019, où il y avait une ambiance du tonnerre, parce qu'il y avait le responsable du Hacking Health mondial, donc, qui est venu à Besançon, qui était très drôle, très très sympa. Il a mis une ambiance vraiment extraordinaire. C'est un vrai showman, il a mis une ambiance super. Voilà. En tout cas, l'ambiance a l'air très sympa. Enfin, ce que les vidéos renvoient, ça a l'air vraiment très sympa, une bonne ambiance. On s'y applique énormément. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment, l'événement, on veut pas du tout que ce soit une compétition. On veille à ce que les gens partagent. Alors, c'est un événement, j'ai l'habitude de le dire, très horizontal aussi. Il y a plus de chef de service. Il y a plus de. Là, il va y avoir des chirurgiens de maxillofacial qui viennent. De la Pitié-Salpêtrière, un autre de Lille, deux autres de Nantes, un qui vient de Clermont-Ferrand, etc. Et même ces gens-là, ils seront au même niveau que les étudiants, qu'une infirmière, qu'un kiné, qu'un patient. On veille beaucoup à cela, à ce que ce soit un événement très horizontal. Il n'y a plus de hiérarchie et il ne faut surtout pas qu'il y ait une hiérarchie. Il ne faut pas que les gens s'interdisent de proposer des solutions. Il ne faut pas non plus qu'ils s'interdisent de dire une chose, même si comme ça peut paraître idiot d'un premier jet. C'est peut-être sur cette idée-là qu'on va rebondir pour trouver la bonne solution. Donc du coup, on applique beaucoup ces techniques qui consistent effectivement à inciter chacun à prendre la parole. On met au point des techniques. Là, cette année, par exemple, on est en train de travailler avec l'école de design de Nantes sur des outils qui vont permettre à chaque équipe de bien démarrer, de se connaître, de faire connaissance très rapidement, de bien partager la problématique très très rapidement aussi, de lancer la discussion d'intelligence collective pour qu'elle soit la plus fructueuse possible. Et c'est notre ADN. C'est vraiment notre ADN, ça. D'accord. N'hésitez pas sur le chat si vous avez des questions à les poser sur le chat ou tout simplement à lever la main si vous voulez les poser en direct. En attendant peut-être les futures questions. Donc, on a bien compris que le Hacking Health, c'est un travail collaboratif avec plusieurs équipes pluridisciplinaires. Tout le monde est bienvenu avec un environnement favorisant vraiment la cohésion d'équipe et la bonne intelligence et la bonne humeur. Est-ce que cependant, il y a tout de même des profils qui sont plus attendus ou que vous recherchez plus particulièrement? Alors, vraiment, ça dépend des années. Au début, par exemple, on avait beaucoup de mal à trouver des développeurs web, des gens capables de faire du code. Maintenant, on travaille avec les IREM en particulier à Dijon, et donc on en a beaucoup. On a aussi des gens qui viennent d'écoles moins prestigieuses, hein. Et puis il y a de très belles formations également à l'université, bien sûr. On a des gens qui viennent des deux universités, d'ailleurs, de Bourgogne et de Franche-Comté, sur ces sujets-là. Donc non, cette année, comme on a la chirurgie maxillofaciale qui vient présenter des projets, on a travaillé aussi avec l'université de Nancy, avec la fac de Nancy, puisqu'il n'y a pas de spécialité d'odontologie sur la région, hein, donc ça, ce sera une spécialité. Mais on cherche vraiment tous les profils. Dès lors que quelqu'un a envie de contribuer
à un projet parce que ça le touche directement, parce qu'il connaît quelqu'un dans sa famille, dans ses proches qui était touché, même cette expertise d'usage, elle peut être tout à fait intéressante et même primordiale. Je cite souvent, je vois que Juliette a levé la main, on va lui donner la parole, mais je cite souvent un exemple. Il se trouve que j'ai accompagné ma belle-mère qui était atteinte de la maladie d'Alzheimer pendant 4 ans à la maison, et une année, quelqu'un a travaillé là-dessus. Et je me suis rendu compte qu'il n'avait aucune notion de ce que c'était que vivre avec une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. D'ailleurs, il travaillait sur l'hypothèse de confier à cette personne un nouvel objet qu'elle n'aurait jamais vu de sa vie. Or, une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, à un certain moment, elle confond un smartphone, un téléphone, une télécommande de télévision, et c'est plus où on en est. Hein. Donc, imaginez qu'on va lui confier un nouvel objet en lui apprenant à utiliser ce nouvel objet, c'est complètement à côté de la plaque. Et donc, le simple fait d'avoir une expertise d'usage, tout simple, hein, toute simple, eh ben, c'est extrêmement riche pour les équipes. Donc, on cherche toutes les compétences, vraiment toutes les compétences. Ça répond en partie à la question d'Éléonore qui demandait quels étaient les critères d'éligibilité pour participer. Vraiment tout le monde, donc... On est absolument ouvert à tout le monde. Il y a d'abord les compétences que vous avez acquises, bien évidemment, au travers de votre expérience professionnelle, de vos études, mais il peut y avoir tout à fait une autre. Moi, je suis photographe par ailleurs, je fais beaucoup de photographie. Et ben, ça me sert de temps en temps au Hacking Health. Il y a des fois des gens qui me demandent des conseils véritablement sur l'image, sur le traitement d'image, comment je pourrais flouter telle chose, comment je pourrais. Bon, voilà. Donc, il peut y avoir vraiment. Ah, pardon, Juliette. Cette année, par exemple, on aura sans doute besoin de compétences autour de l'optique. Je l'ai envisagé. Par exemple, je peux vous dire que dans la maxillo, cette année, dans les sujets qui viennent par des chirurgiens maxillofaciaux, il y a des sujets très, très, très divers. Par exemple, la surveillance de taches blanches qui peuvent apparaître dans la bouche et qui sont annonciatrices de cancer. La plupart du temps, mais pas toujours. Aujourd'hui, quand un professionnel de santé identifie ces tâches, par exemple, personne n'est en charge du suivi. On n'apprend pas aux patients à éventuellement surveiller, comment surveiller ces tâches, comment éventuellement les photographier, les partager avec son professionnel, etc. Bon, typiquement, voilà un sujet sur lequel on va travailler cette année, aussi bien que sur des problèmes. Alors moi qui me heurte un tout petit peu parce que je ne me sens pas chirurgien dans l'âme, mais par exemple, il arrive qu'on soit obligé de découper une mâchoire, un nez, etc., enfin une partie avant du visage, et quand il faut la repositionner, par exemple, il faut bien la recentrer par rapport au visage, il faut que tout soit aligné avec les yeux, le nez, etc. Et des fois, il y a des petites erreurs de quelques millimètres. Il y a un chirurgien qui vient nous demander comment je peux avoir un dispositif qui m'aide à repositionner très très précisément une mâchoire, la face avant d'un visage, enfin le bas d'un visage. Voilà, c'est des sujets très 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 vastes. D'autres viennent nous demander quand on fait de la chirurgie, on applique des plaques. Antérieurement, on formait des plaques sur la mâchoire de la personne qui avait été opérée. Bon, des plaques en titane très fines. Hein, bon, mais voilà. Aujourd'hui, on imprime des fois en 3D la future mâchoire et on forme la plaque sur la mâchoire. Et là, elle voudrait qu'on invente un système qui permette de ne pas avoir à imprimer, parce que c'est long, l'impression 3D, et d'avoir une petite machine qui simplement plie automatiquement sur une image 3D, en fait, plie la plaque pour la positionner. Hein. Alors, on a une petite question d'Axel. Alors, n'hésitez pas aussi à activer vos caméras et à les poser en direct. Hein, mais, bien sûr. Axel nous pose la question, les projets pour la session 2021 seront connus à quelle période? Alors là, ils sont déjà connus de moi. En fait, on a fait une réunion hier. Il y avait 28 porteurs de projets, tous n'iront pas au bout, mais la plupart iront. Je vais peut-être même être obligé de dissuader ou d'expliquer à une ou deux personnes qu'ils ne pourront pas venir présenter parce qu'on en a un peu trop cette année. Et donc, j'ai demandé, je leur ai expliqué hier encore très, très précisément ce que l'on attendait d'eux. On leur a fait... pour aussi qu'ils soient absolument conscients et en leur disant, bon, maintenant, vous décidez d'ici une quinzaine de jours
pour inscrire votre projet sur le site du Hacking Health. Et donc, de toute façon, avant la fin du mois, on saura quels sont les projets qui seront présentés définitivement. Donc, typiquement, pour des participants potentiels qui souhaiteraient peut-être s'investir, ils peuvent, d'ici 15 jours, aller sur le site du Hacking Health que j'ai mis en lien. Pour aller consulter et voir si les sujets les intéressent. Ils auront tous les projets, tout à fait. Mais il y aura forcément des projets qui vous intéressent. Il y a un pharmacien, par exemple, qui vient de Saint-Vite, qui vient avec comment on peut faire mieux observer un traitement antibiotique pour les enfants. Par exemple, les enfants, ils en ont marre d'un sirop. Ils arrêtent le traitement. C'est très mauvais d'arrêter un traitement antibiotique. Ça renforce en plus les problèmes de résistance aux antibiotiques, etc. Bon, donc voilà, il vient sur une question comme celle-là, qui est une question assez simple comme ça, hein, mais on a vraiment une grande diversité de sujets. J'ai vu tout à l'heure passer une petite question sur qui vient. Alors, il y a grosso modo 70% d'étudiants qui participent. On essaye de mixer là aussi donc les origines. Hein. On a des gens de l'UTBM, on a des gens de l'ESIREM, je l'ai dit à Dijon, des gens de l'ESTA à Belfort, des étudiants de l'UB, de l'UFC, de l'ISIFC, donc qui est l'école d'ingénieurs en génie biomédical, de l'ENSEM bien sûr. On a beaucoup de profils un peu ingénieurs, mais on cherche justement des gens qui ont d'autres parcours sur les matériaux, sur l'optique, sur l'imagerie, sur l'exploitation de l'image, sur l'intelligence artificielle, bien évidemment. Là, on a beaucoup de questions, de plus en plus de questions qui tournent là autour. Et puis, on a à peu près 30% de professionnels, de gens qui viennent pour le plaisir également de contribuer, qui viennent s'intégrer aux équipes qui sont des professionnels. D'ailleurs, est-ce que c'est possible pour les participants de nous dire sur le chat si vous êtes étudiant, doctorant, voilà, pour avoir un petit peu l'horizon des participants là sur le chat. Et je me demandais également, est-ce que le fait de participer au hacking peut justement favoriser des opportunités de carrière pour ces étudiants et ces doctorants? Est-ce que quelles sont les dimensions un petit peu relationnelles possibles pour eux? Oui, alors tous les ans, on a des gens qui effectivement découvrent, parce que évidemment, de plus en plus, on l'a fait aussi pour ça au départ, hein, dans l'idée d'intéresser des entreprises, il a fallu convaincre, mais aujourd'hui, on a une vingtaine d'entreprises à peu près qui sont présentes sur le Hacking Health, que ce soit au travers du sponsoring, bien sûr, dans les équipes, ou en tant que coach, quand on ajoute, on est sans doute même au double. Je pense une bonne quarantaine d'entreprises qui contribuent. Et donc, effectivement, pour les participants, ça peut être de très belles opportunités de rencontre. C'est vraiment un événement qui est fait justement pour que les gens se rencontrent, se découvrent. Tous les ans, là, j'ai une belle start-up qui s'appelle Pixie, qui travaille sur la réalité augmentée pour l'aide à la pose de prothèses de genoux. Il est venu en tant que coach l'an dernier, il a repéré 2 personnes dans les équipes et il les a embauchées cette année. Donc oui, bien sûr, il y a des opportunités tout à fait possibles. Hein. Alors, on commence à avoir des petites réponses de la part de nos participants et participantes. Donc, on a Thuo qui est doctorante en pharmacie à l'Université de Bourgogne. On a Benjamin super. Qui est postdoc on n'a pas de pharmacien, il faut venir les pharmaciens. À Femto, le département d'automatique. On a Axel qui est chercheuse INSERM en physio et qui est kinésithérapeute de formation initiale. Ah, super. On a une doctorante Ingrid en épidémiologie. Oui. Nous avons Shaima qui est en 4e année de pharmacie, donc encore une pharmacienne. Et puis Jeanne qui dit qu'elle est à l'UFR STAPS, doctorante en prévention des blessures et ergonomie. Oui, on a un sujet qui vient par un groupe de l'UFR STAPS. Ce sont 4 jeunes filles qui veulent travailler sur comment on peut redonner aux gens le goût et l'habitude de faire du sport, notamment en utilisant le mobilier qui existe dans une ville. Et l'idée, c'est de ne pas avoir à créer de nouveaux mobiliers, mais comment on peut faire du sport sur un banc public, en utilisant, je veux dire, plus précisément
un banc, une borne, des barrières, je ne sais quoi. Et donc, c'est très étonnant comme sujet, mais c'est très sympa aussi. Hein. Mais oui, tous les profils que j'ai vus passer, là, c'est vrai. Alors, ça reste un énorme mystère. Bon, il faut dire que les 3 premières années, on a fait ça au CHU à Saint-Jacques. Depuis l'an dernier, on est à l'UFR Santé et on a beaucoup de mal à avoir des étudiants en pharma ou en médecine, ce qui nous paraît incroyable. On a fait une conférence avec le professeur Adotevi il y a 2 ans à la fac. Il est venu présenter ses recherches sur un vaccin sur le cancer. C'était très intéressant. La salle était pleine. Enfin, c'était un petit amphi, mais on avait 200 personnes à peu près. Et finalement, j'ai vu une étudiante venir au Hacking Health. Je comprends pas trop. C'est vraiment dommage. Ce d'autant que je pense que, par exemple, cette année, j'ai 2 chirurgiens maxillofaciaux qui viennent de Paris, qui sont 2 frères jumeaux. Ça me touche parce que moi, j'ai un frère jumeau également. Et il y en a un qui vient présenter une problématique et l'autre, et tous les 2, ils sont développeurs par ailleurs. Et l'autre, il va travailler dans les équipes. Il veut venir travailler, contribuer dans une équipe à trouver une solution parce qu'il dit et il a raison, il faut impérativement que les médecins se mettent à tripatouiller l'informatique, à fabriquer des logiciels. Il ne faut pas laisser aux informaticiens le soin de décider pour les médecins de quels sont les outils dont ils ont besoin et même les algorithmes, il faut qu'on mette notre nez dedans et notre main dedans. Et donc, du coup, il vient contribuer dans une équipe et je trouve que c'est super. Juliette a levé la main. Oui, Juliette, montre-toi. Bonjour, Juliette Brexambeu, je suis ingénieure pédagogique au sein du dispositif Rythme BFC qui en fait est un dispositif porté par UBFC, donc Chloé et Candice sont mes collègues et nous on accompagne, on promeut, on soutient des projets d'innovation pédagogique. Oui. Et ce que vous venez de présenter m'intéresse beaucoup parce que on s'intéresse notamment à tous ces hackathons, tiers-lieux, Fab Lab, etc. Évidemment pour les finalités que vous avez présentées, mais aussi pour leur capacité à être des lieux et des supports d'innovation pédagogique. Et c'est pour ça que j'ai posé tout à l'heure un peu la question sur est-ce qu'il y a des étudiants, donc vous m'avez confirmé que oui, en gros c'est 2 tiers, si j'ai bien compris. Oui. Là, vous dites que vous avez peu d'étudiants en médecine pharmacie. Et ma question, parce que je pense que le problème des étudiants en santé, c'est que peut-être leur manque de disponibilité. Enfin, je ne sais pas si ça s'appelle. C'est possible. Mais ma question, c'était est-ce qu'ils viennent seuls de façon individuelle ou est-ce qu'ils viennent avec leurs enseignants ou dans le cadre d'un projet pédagogique au-delà du rendu qui sera demandé pour le Hacking Health? Alors vous touchez un sujet très sensible. On n'est pas l'UTBM. On adore l'UTBM, ils viennent, mais on ne fait pas le crunch time. On refuse que les gens viennent avec un projet pédagogique, en tout cas avec une notation au bout. Alors, je sais pas, vous connaissez peut-être Émile Carry, qui est notre interlocuteur essentiel avec les CMI. C'est souvent lui qui amène des CMI et en fait, il triche, il note quand même leur participation. Mais ce que l'on refuse, ça n'est pas un exercice pédagogique. L'exercice pédagogique, il est ultra riche dans la mesure où justement les gens viennent et apprennent à travailler avec d'autres qu'ils ne connaissaient pas une heure avant. On mixte absolument les équipes. Ça ne nous gêne absolument pas qu'il y ait une évaluation qui soit faite, bien évidemment. Hein, je chahute quand je dis ça. Mais par contre, ça n'est pas le crunch time où on amène des équipes constituées d'élèves de la même école qui vont entrer en compétition les unes avec les autres, etc. et qui auront des rendus réguliers à faire tout au long du week-end. Ça, c'est absolument pas le cas. On est dans un vrai hackathon. Moi, j'utilise plus le terme parce que je trouve qu'il est galvaudé, donc je parle de marathon d'innovation ouverte en santé. Mais effectivement, c'est extrêmement formateur, extrêmement riche pour les participants. Et nous, on oblige à la mixité, c'est-à-dire que quand il y a plus de 2 étudiants, par exemple, de l'ISIFC dans une équipe, on dit on arrête.
Les suivants, vous changez de sujet, vous allez ailleurs. On veut absolument pas qu'il y ait des groupes comme ça qui se forment. Et pour eux, c'est extrêmement enrichissant. C'est ça le mieux de l'expérience. D'abord, contribuer, bien sûr, à travailler avec un chirurgien maxillofacial qui quand même prend 48 heures pour travailler avec vous. Ils vont amener leur matériel, des images, des films, etc. On va se plonger complètement dans l'univers d'un vrai professionnel qui est là, qui sait exactement ce dont il a besoin. Ça, c'est évidemment extrêmement riche. Et la deuxième chose, c'est effectivement le fait de se confronter à d'autres, de comprendre comment les autres réfléchissent, comment un informaticien réfléchit par rapport à un physicien, par rapport à un futur médecin, etc. Et ça, c'est extrêmement riche. Mais quand je vais clore rapidement et peut-être qu'on aura l'occasion d'en discuter. Avec grand plaisir, Juliette, vraiment. Quand je disais pédagogique, c'était pas l'idée justement de l'évaluation institutionnelle et de la pression de la note, etc. C'est justement parce que je trouve que c'est incroyablement riche en termes de développement de compétences multiples là sur un temps à la fois du week-end et sur tout le long du projet tel qu'il est présenté. Oui. Alors, ce qui se produit aussi souvent, c'est que, j'ai oublié de le dire, c'est que des étudiants qui viennent au Hacking Health choisissent souvent ensuite, enfin certains, de passer, de consacrer un stage au développement de la solution. Par exemple, je repense à une problématique qui avait été proposée par l'établissement français du sang, pas la décongélation de plasma, mais le mirage de plaquettes sanguines, en fait, c'est-à-dire qu'il y a besoin d'analyser de l'image, etc. Il y a un étudiant de l'ENSEM qui a consacré un stage long ensuite sur le développement, la mise au point de la technique qui avait été envisagée pendant le Hacking Health. Donc là aussi, ça peut être très intéressant comme complément, enfin comme poursuite. Hein. Ce que l'on refuse, nous, c'est que le Hacking Health, d'abord, on ne pourrait pas accueillir, par exemple, tous les étudiants de l'ISIFC. Tous les ans, ils veulent tous venir, mais on est obligé de limiter à une 50aine de places. Et déjà, ils sont surreprésentés. Bon, mais on a vraiment un passé avec eux. Ce sont vraiment des gens très, très, très sympas. Hein, mais du coup, on leur donne des places un peu supérieures aux autres. Mais on refuse, par exemple, que toute une classe vienne et qu'elle soit évaluée sur ce qu'elle fait au Hacking Health. Hein. Merci. Mais Juliette, vraiment avec grand plaisir pour réévoquer et pour évoquer un autre sujet qui m'a tenu beaucoup à cœur sur l'innovation pédagogique, c'était le campus connecté sur lequel j'ai travaillé. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce sujet. On voulait en implanter un en quartier prioritaire. On a été rejeté parce que c'est un dispositif qui est fait pour les communes qui sont éloignées des lieux de formation. Mais je continue à penser que c'était un super sujet. Et puis on a créé aussi, j'ai créé le Fab Lab de Planoise. Bon, voilà. Donc, avec grand plaisir, Juliette, pour évoquer tous ces sujets-là. Christophe, Juliette, on vous mettra en relation pour avec plaisir. Vos échanges. On va se reconcentrer sur oui, pardon. Peut-être, Christophe, quelques mots sur l'aspect fonctionnel, technique, comment ça se passe vraiment sur place par rapport à la nuit, parce que voilà, c'est 48 heures non-stop. Oui. Comment est-ce qu'on dort? Où est-ce qu'on peut dormir? Le repas, etc. Absolument. Comment est-ce que ça se passe? Alors, l'idée, c'est que nous, on ne fait rien dans les équipes, on aide quand même un petit peu, mais surtout, on organise tout le week-end. C'est-à-dire que les gens viennent, ils n'ont plus qu'à se consacrer qu'à la problématique à laquelle ils ont décidé de contribuer. On s'occupe de la nourriture, on mange en face au Crous, mais le Crous intervient là comme traiteur, c'est pas les repas du Crous, hein, pas le même prix d'ailleurs. On s'occupe effectivement de l'hébergement des étudiants extérieurs à Besançon. On organise, alors bon, on sera peut-être un tout petit peu militaire à nouveau cette année pour éviter les queues, les files d'attente, etc. On organise y compris les horaires auxquels il faut aller manger. Là, par contre, c'est la pandémie qui nous y oblige. Hein. On fait très attention évidemment à toutes ces choses-là. Mais vraiment concrètement, la personne qui vient, elle arrive à 17h vraiment au maximum le vendredi et jusqu'à 18h le dimanche. Elle n'a pas à s'occuper d'aucune contingence matérielle. Il y a des boissons, il y a même à manger pendant la nuit, il y a de l'animation, il y a des tas de choses à découvrir et des rencontres à faire et on s'occupe du reste.
Hein. On a une question d'Éléonore, effectivement. Du coup, alors, Éléonore, Juliette et j'ai vu d'autres collègues qui étaient présents, sont des collègues un peu du BFC. Oui. Leur présence s'interroge un petit peu sur justement qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour le Hacking Health. Est-ce que l'idée pour eux, ce serait de relayer le plus largement possible? On se doute bien de la réponse, mais autour de cet événement, on a une petite question sur y a-t-il des bonbons à manger? Oui, alors oui, il y a toujours des bonbons, oui. C'est terrible. Vous ne me voyez pas, heureusement, parce que je suis coupé là, mais il y a des bonbons, je vous le confirme. Il faut bien retrouver des forces pendant la nuit. Hein, aussi, hein. Exactement. D'où le fond d'écran, en fait, d'où votre arrière-plan, en fait, Christophe. Vous avez mis des ballons. Oui, c'est ça. Et alors, ce qu'on peut faire, oui, bien sûr, c'est relayer l'information. Nous, on cherche une fois de plus vraiment la plus grande diversité possible de contributeurs, de participants. Donc, évidemment, on est preneur d'un relais d'information tous azimuts. Voilà, parmi les collègues, on a Éléonore et j'ai vu Cyril aussi qui sont plutôt côté pépite, entrepreneuriat étudiant. Oui. On a Catherine, il me semble qu'elle est là, qui est plutôt sur le Polytechnicum, donc le consortium des écoles d'ingénieurs. Juliette qui vous l'a dit, innovation pédagogique. Évidemment, on va communiquer le plus largement possible. Peut-être juste pour revenir à l'organisation logistique, vous ne l'avez peut-être pas précisé, mais donc l'événement est payant. Oui. Mais avec des tarifs un peu différenciés, il me semble. Alors, les étudiants, on demande 20 € par participant, hein, étudiant, et en règle générale, et je crois que ce serait le cas avec vous également, en règle générale, c'est l'université ou l'école qui prend en charge. Alors, moi, j'ai une petite information à apporter côté doctorants. On a vu qu'il y avait des doctorants qui étaient présents. Oui. Vraiment, uniquement côté doctorants, on a eu l'opportunité de demander à vos écoles doctorales, donc à l'ensemble des écoles doctorales, lors d'un bureau, si elles accepteraient, en cas de participation de certains de leurs doctorants au Hacking Health, de prendre en charge le prix de l'inscription, et donc ça a été accepté à l'unanimité. Bon, donc super. en tant que doctorant, vous aurez la possibilité de vous inscrire. Par contre, typiquement ce qui se passe, c'est que vous avancez le tarif. Il vous faut alors j'imagine que ce sera possible ça, Christophe, un reçu de paiement pour le doctorant. Absolument. Et ensuite viendra auprès de son école doctorale et un remboursement. D'accord. Pour qu'il puisse ensuite être remboursé. Oui. Donc ça, c'est possible. Et oui, puis, tout à fait. Voilà, voir un peu comment ça se passe sur l'inscription en tant que telle. Peut-être Chloé, Christophe, vous aviez… Oui, alors du coup, donc, pour les personnes extérieures, donc voilà, par exemple personnel, etc. Donc ces personnes s'inscrivent sur le site du Hacking Health de Besançon, qui est un petit peu plus haut sur le chat. Concernant les étudiants et doctorants UBFC, donc vous pouvez vous inscrire directement donc sur le lien qui va s'afficher bientôt sur le chat. Candice, ouais, super. Donc voilà, on vous demande juste quelques petites informations, nom, prénom, adresse mail, ville de résidence. Et donc, si vous êtes doctorant, si vous êtes étudiant. Et donc, côté doctorant, comme Candice vous l'a dit, il y aura un remboursement sous justificatif. Par contre, je ne sais pas si nous avons des masters avec nous, il ne me semble pas. Mais pour cette année, ça n'a pas pu être possible. On verra peut-être pour l'année prochaine. Mais non, vous pouvez vous inscrire directement sur le lien qui est sur le chat. Alors typiquement, en tout cas pour l'UFC, c'est Émile Carry qui centralise nous les demandes, et là à chaque fois c'est pris en charge. Et sur l'UB, c'est Daniel Micard qui intervient, qui est également à l'agence économique régionale et qui intervient à l'UB, qui amène ses étudiants, des étudiants, il les forme justement sur les métiers du dispositif médical, et donc eux, je sais que l'an dernier ils ont été remboursés, donc je pense que par extension on devrait pouvoir trouver une solution. Et alors pour répondre, c'est Juliette qui m'a questionné sur
Est-ce que vous attendez des profils en sciences humaines et sociales? Absolument, absolument. On est très, très, très demandeur aussi de ce côté-là. J'ai oublié de le dire. C'est vrai que j'ai tendance, et c'est une erreur de ma part, à trop parler des sciences dures. Des techniciens et de technologie. On a évidemment beaucoup besoin aussi du regard de sociologues, de philosophes, qui peuvent très bien évidemment contribuer et apporter un enrichissement tout à fait intéressant. On travaille beaucoup au départ sur la reformalisation de la problématique, bien se comprendre, bien savoir ce dont on parle, pourquoi on le fait, comment on le fera, etc. Ça vient bien après le comment, mais c'est le pourquoi sur lequel on insiste beaucoup, et c'est très riche effectivement d'avoir des gens qui peuvent nous aider, qui peuvent contribuer à ce niveau-là. Absolument. Super. Est-ce que vous pouvez nous dire dans le chat s'il y en a parmi vous qui sont déjà intéressés, qui pensent vraiment à s'inscrire ou pas, ou est-ce que ça vous donne envie? Et également vos dernières questions, parce qu'on va devoir s'arrêter, on dépasse le temps. Mais si je peux résumer… Je suis un grand bavard. Non, mais c'est très bien parce que Excusez-moi. ça nous donne envie. Voilà, ça répond également à toutes les questions. On voit tout le panel. Mais donc, c'est 48 heures donc, pour chercher des solutions à des défis, à une vingtaine de défis. Tous les profils sont bien entendu les bienvenus dans toutes les sciences possibles et inimaginables. Et également, personnes comme moi, par exemple. Exactement, Chloé, tu serais la bienvenue. Il y a des ateliers pour justement être dans cette bonne ambiance, ateliers de massage, ça j'ai bien retenu. Et des surprises. Et des surprises, vingtaine de défis qui répondent à des vrais besoins. Donc c'est vraiment un événement utile qui sera dans la pratique vraiment. Et un événement donc, qui permet également d'augmenter son réseau pro, son réseautage et des opportunités, pourquoi pas, professionnelles. Absolument, bien sûr. Et si je peux compléter, Chloé, parce qu'effectivement, du coup, dans vraiment cette logique carrière, je pense que c'est un événement ultra complet qui vous permet de développer d'autres types de compétences, tout ce qui touche à la créativité, à l'adaptabilité, au travail en équipe, à l'expérimentation un peu de tout ce qui touche à l'innovation et au transfert de vos connaissances sur des applications très axées usagers et au service de l'humain dans un cadre un peu de problématiques de santé. C'est quand même assez fou en l'espace de 2 jours d'avoir cette opportunité-là d'expérimenter tout ça et de l'explorer. Et aussi, évidemment, comme tu l'as dit, Chloé, que vous l'avez dit, Christophe, tout ce qui touche au réseau, vous allez rencontrer tout un tas de personnes. On ne saurait que trop vous conseiller de participer à ça. Je sais que dans le cadre de certaines ED, il y a des directeurs d'ED dont les doctorants ont déjà participé activement à ce programme et qui sont vraiment très partie prenante de ça, vraiment comme un événement très productif, en tout cas en termes d'acquisition de compétences. Et, très enrichissant. Ouais, très enrichissant. L'expérience en elle-même est hyper riche, c'est sûr. Ça donne vraiment envie. On a des gens qui sont venus et qui ont appris à coder pendant le week-end. Qui n'avaient jamais imaginé qu'un jour ils pourraient coder, puis qui ont réalisé que finalement c'est un langage, que ça s'apprend, que c'est pas aussi compliqué qu'une langue étrangère, qu'on a même tendance aujourd'hui à sortir des langages de codage qui sont presque aussi simples que l'anglais, qui de plus en plus ça ressemble à des phrases d'ailleurs. Et il y a des gens qui ont appris à coder pendant le week-end, qui n'étaient pas venus du tout pour ça, mais finalement, la disciplinarité. Absolument. Et toutes ces compétences-là, c'est des compétences dont vous pourrez attester aussi par la suite. C'est vraiment très, très enrichissant. Alors, je vois qu'il n'y a plus d'autres questions. Je pense que nous sommes sur la fin. Nous avons tout dit. J'espère qu'on a tout dit. On n'a pas tout dit, mais on en a déjà dit beaucoup. Voilà. En tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur la plateforme BFC Alumni. Et pour les inscriptions, donc vous avez le lien, vous avez tout. Merci Christophe. Merci. C'est moi qui vous remercie. J'espère vraiment retrouver la plupart d'entre vous au Hacking As. Ça me fera vraiment plaisir.
On verra tout un tas de communications, on va continuer, on communiquera autour du replay, on renverra la plaquette de communication. D'accord. On reste en contact avec tout le monde. Ok, super. Merci Candice également. Et je vous dis à tous à bientôt. Pour les événements, on en a fini pour cette année universitaire, mais on se retrouve de toute façon en septembre pour reprendre les voix de docteur. Si certains d'entre vous nous suivent déjà, un événement par mois sur voix de docteur pour les différentes possibilités de carrière après un doctorat. Donc, on se retrouve en septembre et on vous souhaite de bonnes vacances et n'hésitez pas à vous inscrire pour le Hacking Girls. À bientôt. Merci. À bientôt. À bientôt. Bonnes vacances. Au revoir. Vacances.